Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du T191 ou plus précisément du QBZ 191 de la marque EL, qui est un fusil d'assaut chinois GBBR qui fonctionne CO2 et HPA, mais on en parle juste après ça. En introduction, je souhaite remercier toute l'équipe d'Airsoft Entrepôt qui m'a fait confiance et qui m'a envoyé cette réplique onéreuse. C'est moi à qui il l'envoie en premier et c'est un honneur. Et je remercie particulièrement Steve qui me fait confiance depuis plusieurs années et à qui j'ai demandé ce prêt. Alors, vous allez me dire, c'est pas une AK Gorky, pourquoi tu présentes un fusil d'assaut chinois? Alors, moi, ça fait des années que je fantasme sur une AK qui me permettrait de jouer avec, dans le tube de crosse, une Sparklet 33 grammes. Le fait est qu'il n'existe pas de modèle d'AK à crosse fixe qui permettrait d'exploiter ce type de technologie. La K12, la K15, la K19, la RPK16, qui ont des tubes de crosse de type AR15, se rabattent. Et donc on ne peut pas avoir ce type de technologie, on en parlera tout à l'heure, avec une chambre de surpression dans le tube de crosse, puisque c'est le cas en fait. Il n'y a pas de ligne entre le tube de crosse et le reste de la technologie embarquée. On est sur un tube de crosse qui va être sous pression lui-même. Bien. Du coup, pas le choix. Quand j'ai vu ma marque favorite, EL, qui sort enfin sa première GBBR et par ailleurs un fusil d'assaut chinois, du coup, il ne m'est plus resté comme seule solution pour tester ce type de technologie, oui, peut-être en bouchant le nez un petit peu, eh bien, de la tester sur un fusil d'assaut chinois. C'est ça pour la petite histoire. Petite histoire, et donc justement de ce fusil d'assaut. Le fusil automatique QBZ 191 est un fusil d'assaut chinois, chambré pour la cartouche intermédiaire 5,80 par 42, qui est spécifique à l'armée chinoise, conçu et fabriqué par Norinco en tant que fusil de service de nouvelle génération pour l'armée populaire de libération, APL, et la police armée populaire, PAP. La désignation du fusil QBZ signifie en chinois, je ne vais pas le prononcer en chinois, Q pour arme légère, B pour fusil et Z pour automatique. Le QBZ 191 est un composant du nouveau système intégré de combat des soldats chinois qui vise à réviser l'équipement d'infanterie de l'APL. Le QBZ 191 a été inauguré lors du défilé national chinois de 2019 et il fut annoncé qu'il remplacerait progressivement la famille de fusils QBZ 95. Au niveau de la conception, alors j'ai fait vraiment un résumé qui me permettra de comparer avec la réplique en fait, d'accord? Il est annoncé au niveau de l'arme une plateforme qui présente différentes longueurs de canon et des configurations de poignées variables. Une version plus courte du fusil a été transportée par les équipages des véhicules lors du défilé de 2019. Le corps principal est divisé en récepteurs supérieurs et inférieurs, tous deux en alliage d'aluminium. On verra ce qu'il en est sur la réplique. Le corps principal est divisé en récepteurs supérieurs et inférieurs, tous deux en alliage d'aluminium. Et reliés par deux goupilles, ce qui annonce plutôt un démontage aisé. On verra ce qu'il en est. Tandis que le garde-main, la poignée pistolet et la crosse télescopique sont en matériaux polymères. Le levier d'armement est situé sur le côté droit, tandis que le bouton de déverrouillage de la culasse se trouve sur le côté gauche, au-dessus du puits d'insertion du chargeur Rock'n'Lock. L'arme est dotée d'un système de rechargement par emprunt de gaz à course courte avec un verrou rotatif. Le fusil présente des options d'ergonomie, de modularité, de personnalisation améliorée, avec une crosse réglable à 4 positions, un sélecteur de tir ambidextre, ça c'est bien pour les gauchers, et un levier de déverrouillage de chargeur allongé situé devant le pontet pour un rechargement rapide ou une manipulation plus facile avec des gants. Bien vu ça aussi. Le nouveau chargeur en polymère présente une texture de surface repensée pour une meilleure adhérence et une fenêtre transparente de contrôle des munitions. On verra si elle a été reproduite. Un magazine composite entièrement transparent est également disponible. Le gardement est doté d'encoches M-Lock à ses positions 3, 6 et 9 heures qui permettent d'installer des rails Picatinny de sorte que divers accessoires tels que lampes, modules laser, poignées, bipieds peuvent être fixés. Il est possible d'adapter une baïonnette, on a effectivement un tenon de baïonnette en dessous, un réducteur de son et un lance-grenade bien sûr sous le canon. Quelques chiffres maintenant, cette réplique est vendue 749,90 € sur le site d'Airsoft Entrepôt, donc 750 €, c'est pas donné, mais on va voir ce qu'il en est par rapport au service apporté par cette réplique. On est sur une
Édition limitée à 1200 pièces dans le monde, avec un numéro de série unique. Cette réplique bénéficie d'une double alimentation HPA ou CO2, avec soit des cartouches 33 grammes, soit des cartouches 12 grammes. Je précise que pour les 12 grammes, c'est indiqué sur le site officiel de la marque OEL. Je n'ai vu aucun exemple sur des vidéos ou dans des forums. Simplement, je vous le montrerai tout à l'heure, si la cartouche 12 grammes tient à l'intérieur du logement, effectivement, comme le logement est fait pour de la 33 grammes, eh bien, elle va tomber au fond et elle ne viendra pas se percuter. Il va falloir donc fabriquer ou trouver une entretoise pour gérer la hauteur de la cartouche 12 grammes, mais il va falloir aussi trouver ou fabriquer un anneau qui va permettre de la centrer pour qu'elle soit en face de la pointe de percussion. Il est annoncé une sensation de recul important, on verra ça tout à l'heure avec les tests de tir, un sélecteur de tir et de mag release ambidextre, c'est top pour les gauchers, une crosse rétractable, j'ai dit qu'on verrait ça tout à l'heure, des chargeurs mid-cap réglables 30-120 coups, et oui, on est sur des chargeurs AEG, 120 coups, donc on n'aura pas la problématique du poids qu'on peut avoir sur les chargeurs GBBR classiques, notamment sur GHK ou sur Marui, et on va pouvoir avoir une grande autonomie de billes, comme sur un mid-cap AEG, ça pour moi c'est un véritable argument. Sa longueur est de 801 mm et pour un poids d'environ 3 kg 160, donc on est sur, on va dire, une SMG avec un poids de SMG classique. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte pour les goodies? Puisqu'on est sur une série Platinum, on va avoir la petite pièce qui reprend à l'arrière la forme de la réplique et à l'avant la marque EL. Voilà, c'est joli pour ceux qui aiment ce genre de goodies. Voilà. Pour les collectionneurs de ce genre de choses, on va avoir le patch EL classique, que j'ai déjà en je ne sais pas combien d'exemplaires. Très important, on va avoir une série de joints qui vont vous permettre, en cas de joints endommagés lors de la manipulation, on en parlera aussi, ou en cas de remplacement de joints usés, de ne pas faire jouer le SAV ou les systèmes d'aftermarket et d'avoir déjà une série de joints prêts à intervenir. Vous allez aussi avoir deux systèmes de ressorts. Le ressort le plus long que vous voyez ici, qui est le ressort de rappel de culasse, et le plus gros ici, le plus costaud, qui va interagir au niveau de la partie nozzle, je pense pour amortir les chocs, puisque l'ensemble mobile va circuler à grande vitesse, et on en parlera aussi, il est en acier, et donc évidemment, si on n'amortit pas un minimum l'énergie cinétique qui se disperse à l'intérieur de la mécanique, on risque d'avoir des casses. On va avoir un chargeur qui va être, on va dire, courbé comme un 762 par 39, mais je vous ai dit tout à l'heure que ça n'était pas ce calibre-là. Nous n'avons pas ici le marquage transparent. On n'a pas de transparence au niveau du chargeur, contrairement à ce qu'on a annoncé. On a un chargeur qui est texturé comme un chargeur de type Magpul et qui va être rugueux comme le vrai chargeur pour faciliter l'appréhension. À l'arrière, on va pouvoir, avec une simple pression, sortir la plaque de couche arrière, dégager l'intérieur du chargeur et vous avez un petit bouton qui vous permet de switcher très facilement, comme sur les chargeurs ATM ou les DD Arcturus de 30 à 120 coups si vous souhaitez jouer de manière réaliste. On a un petit bouton qui va nous permettre ici à la fois de gérer tout ce qui est arrêt de tir en fin de chargeur, mais qui va nous permettre aussi de vider le reste de billes contenues dans la réplique sans avoir à s'endommager les ongles pour aller vider le chargeur là au bout. Donc ça, c'est très très sympa de pouvoir très facilement vider le chargeur. Les chargeurs sont bien pensés et ils ont un poids, on va dire, légèrement supérieur à un chargeur d'AEG classique, et donc ça inspire vraiment confiance. On a l'impression d'avoir un Magpul RS, c'est-à-dire un vrai Magpul du Narn. Ça me fait penser au Magpul que possède l'un de mes amis qui a une AK. On a cette vraie sensation de poids où on se dit voilà, là on est sur un chargeur qui ne rigole pas. Et on va avoir effectivement cette QBZ, un fusil d'assaut qui, dès qu'on la prend en main, pèse son poids. On a quelque chose qui inspire vraiment confiance. On a un léger mouvement au niveau du garde-main de gauche à droite, mais c'est quasiment rien. Ça pèse lourd et on est sur quelque chose qui inspire vraiment confiance. Une tige de crosse
qui va s'ouvrir et qui va se replier sur plusieurs positions. Alors l'écran, c'est un peu on-off. Je pense qu'il faudra les faire un par un. Voilà, c'est ça, on les sent. Ils sont bien marqués. Voilà, un par un. Bon, c'est pas évident et il n'y a pas de marquage en dessous au niveau d'écran. Et là, vous allez observer ici la valve. Ok, je vous explique tout de suite. Cette valve, elle est utilisée pour mettre à zéro la pression dans le tube de crosse, puisque justement, je vous ai expliqué que c'était dans le tube de crosse que la pression allait s'accumuler. À l'arrière, vous allez voir ici le bouchon d'accès à l'intérieur du tube de crosse, ce bouchon qui va permettre de glisser la sparklette 33 grammes. C'est à la fois, et je vous le montrerai lorsqu'on fera les tests de tir, un bouchon qui permet de d'étanchéifier la chambre de pression, mais c'est aussi le bouchon qui percute. Le bouchon a une pointe, je vous la montrerai, qui permet de percuter eh bien, la sparklette 33 grammes, sparklette qui devra évidemment s'insérer avec, on va dire, le bouchon de sortie de CO2 vers l'extérieur de la réplique, puisque la percussion se fait de ce côté-ci. On a immédiatement des sensations de prise en main très agréables. Voilà. Et on va avoir à l'avant et à l'arrière, ici, de manière amovible et en acier, vous le verrez tout à l'heure, des organes de visée qui vont, en système flip-up, comme on dit, se replier et se relever à besoin. Ici, on appuie sur le petit bouton, ici, d'accord. On appuie sur le bouton pour relever la partie avant. Alors évidemment, il faut le faire avec les deux mains. Voilà. Alors qu'à la partie arrière, on va avoir une roue circulaire qui se relève en force. Voilà, ici. Une roue circulaire que vous allez tourner avec un trou. Le trou va monter ou descendre, ce qui va vous permettre de faire le réglage de la hausse. D'accord? Le réglage de la hausse. Alors, les deux yeux ouverts, on va avoir une prise qui est très très facile. Évidemment, il va falloir faire le réglage à la plus courte distance. On est en airsoft, vous n'allez pas tirer à 200 mètres, donc il faut faire attention, pas dire ensuite oui, c'est imprécis, je ne comprends pas, je tire trop haut ou trop bas. Le réglage, il faut mettre absolument le réglage avec le tir au plus bas pour que ce soit efficace. Alors, si on regarde sur le côté droit de la réplique, on va avoir ici le sélecteur de tir avec la position 0, la première position qui va être la position 2 pour le full automatique. Donc comme pour les AK, la première position, ça va être le full auto. Et on va avoir la position numéro 1 ici pour le semi-auto. Il faut remarquer que le sélecteur de tir est ambidextre, ce qui sera extrêmement pratique pour les gauchers. L'écran du sélecteur de tir sont très marqués, d'accord, vraiment très net, très dur. Aucune chance en accrochant et en bidouillant de passer d'une position à l'autre, d'accord. Moi, c'est ce que je reproche très souvent à ce type de sélecteur de tir basculant, contrairement à ceux des AK, c'est que on a une manipulation, c'est ambidextre, ça s'accroche contre le porte-plaque et hop, ça va changer de position, ça passe de la sécurité au full, où on a ce genre de problème. Là, aucune chance, hein. Ça peut frotter tout ce que ça veut, on est sur des crans extrêmement marqués et ça respire vraiment la solidité, c'est vraiment très très sympa. On va avoir effectivement le système de rétention du chargeur qui est très très important, qui dépasse, vous voyez très nettement ici, du ponté et qui va avoir un expanseur sur le côté pour avoir une préhension beaucoup plus facile. Par contre, la préhension, elle n'est que sur la partie droite, mais on a pas mal de place en dessous, ce qui fait qu'on va pouvoir très largement, gaucher ou droitier, pouvoir manipuler les systèmes d'éjection de chargeur. On va avoir une culasse ici sur le côté droit avec un mouvement partiel. Regardez, ici, vous voyez, là ici, on n'aura pas une ouverture, on n'aura pas une course de culasse totale. Ça va se bloquer ici, alors que normalement, on devrait se reculer beaucoup plus que ça, vous voyez. Mais ça, effectivement, c'est le volume de technologie embarquée qui va limiter la capacité de reproduction du fonctionnement de l'arme véritable. On peut observer un rail Picatinny ici sur tout le dessus de la réplique qui va permettre d'installer n'importe quelle optique, mais aussi un petit handpec, une petite lampe ou ce genre de choses. On va avoir sur les côtés, là, je vous l'avais annoncé, dans le garde-main, des ouvertures qui vont vous permettre d'installer une poignée en dessous, qui va vous permettre sur les côtés, des deux côtés,
d'installer des rails Picatinny pour continuer à agrémenter, à customiser votre réplique. Alors, on va avoir sur l'arrière ici un passant en acier pour la position de votre sangle favorite, avec une reprise à l'avant gauche, ici. Sur l'avant, on va avoir un système de goupille qui vous permettra, en la tirant et en la basculant, de retirer le garde-main avant. Et on va avoir sur l'avant un cache-flamme, voilà, original, qui va vous permettre en 14 mm d'adapter, si vous le souhaitez, un autre cache-flamme ou un réducteur de son à votre goût. L'engagement du chargeur se fait comme sur une AK, très facilement, d'accord. On va pouvoir armer la réplique et comme il n'y a pas de bille, immédiatement, le système d'arrêt de tir en fin de chargeur se met en place. De l'autre côté, ici, vous voyez, le bouton ici de rétention qui va pouvoir se comprimer. Et lorsque je le comprime, on a un retour de culasse super agréable. D'accord? Rien que là, ça respire encore une fois un vrai plaisir de manipulation. Allez, on se le refait un coup, d'accord? Un vrai son. Voilà, moi déjà, je n'ai pas commencé à tirer avec. J'ai déjà oublié que c'était un fusil d'assaut chinois. Je suis déjà dans le début du plaisir. Donc, vous voyez, la tronche que ça a, au niveau du gabarit et au niveau de l'esthétique sur moi, encore une fois, je répète, hein, je fais 1m80, je ne suis pas forcément très large d'épaule, ça vous donne une idée du volume de la réplique. Là, alors est-ce que je suis au maximum? Ouais, donc là, je suis en sortie de tube de crosse maximum. Voilà ce que ça donne sur moi, d'accord? Voilà, donc on est sur un objet pour l'instant qui part plutôt pas mal. En termes de marquage, on va avoir les marquages E et L, ici, sur le côté, ici, ici. Je crois qu'on n'a rien d'autre. Le petit numéro de série en dessous. On n'a pas de marquage d'armement spécifique. Des deux côtés, on va avoir les numéros de série. Des deux côtés. Donc ça, on aime ou on n'aime pas. Bon, moi j'avoue que les numéros de série, c'est pas forcément ce qui me soucie le plus. À l'arrière de la crosse, on va avoir une plaque de couche en ABS, légèrement mou, qui va amener un petit peu de confort. Voilà, il faudra oublier un petit peu le trou ici, mais c'est pas grave. De toute façon, on ne voit pas le bouchon dans cette position-là, vous voyez. On ne voit pas du tout le bouchon, le visuel ne gêne pas du tout. Donc, là, de l'extérieur, franchement, au niveau de la réussite, moi, j'ai l'impression d'avoir une arme en main, en termes de poids, en termes de visuel, de sensation, de son, de reproduction globale du fonctionnement. Pour l'instant, je suis bluffé, c'est vraiment très, très sympa. On va passer au test à l'aimant maintenant. Test à l'aimant, où est-ce qu'on a de l'acier? Alors, le cache-flamme est en acier. La jonction avec le canon, c'est de l'acier. On a de l'acier toujours aussi sur le canon. La goupille de rétention du garde-main est en acier. Le système de retour de gaz aussi. Et la poursuite de canon interne aussi. Les organes de visée en flip-up sont en acier. Et là, très intéressant, l'ensemble mobile est en acier. C'est-à-dire qu'on va avoir un bloc d'acier. Ce qui circule et qui claque là, c'est un bloc d'acier. Par contre, comme sur l'arme véritable, évidemment, le corps, lui, est en aluminium. Par contre, toutes les goupilles traversantes, le sélecteur de tir et toutes les goupilles arrière, ainsi que tout ce qui est système d'arrêt de tir en fin de chargeur, on est sur de l'acier. Les systèmes de boucle avant et arrière sont en acier aussi, et on va avoir tout ce qui est ponté en ABS en fait, puisqu'on va avoir un ensemble poignet ponté dans la même matière. Et le système de mag release va être lui en acier aussi. Pour l'instant, ça respecte le cahier des charges des matériaux utilisés pour l'arme véritable. Donc pour l'instant, on est sur du bonus, bonus, bonus. Je suis très très content de l'observation pour l'instant. Sur la question du test Crony maintenant. Si je me base juste sur la fiche de test. Regardez la fiche de test. Là ici, les valeurs sur la droite. 0,94, 0,94, 0,94, etc. etc. 0,94 partout, ça sent quoi? Ça sent le HPA. D'accord? Pourquoi le HPA? Eh bien parce que je vous ai dit qu'à l'arrière, on avait l'accès pour positionner la cartouche
en 33 grammes, mais on va avoir dans la poignée, déjà de préinstaller, vous avez un petit bouton qui vous permet d'éjecter, pareil, hein, vous ne risquez pas de le perdre, hein, c'est très très dur. Vous avez un petit bouton ici à l'arrière qui permet d'éjecter un capot, et vous allez avoir ici directement le connecteur de la ligne, alors c'est du standard américain, d'accord, de la ligne de votre système HPA. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le HPA, c'est un système à air comprimé. Et clairement, avoir, il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tirs exactement avec la même vitesse de sortie de bille, au CO2, c'est impossible. Au gaz, c'est impossible. Ça, c'est un test au HPA. Donc, il va falloir absolument que je passe cette réplique au chronie à la cartouche 33 grammes, d'accord, pour vous dire sur les premiers tirs à combien on est. Parce qu'on ne sera pas, à mon avis, à 0,94. Et ensuite, on aura très certainement, on espère, un plateau de tir au chronie, puis ensuite une descente de puissance qui ne surviendra pas trop vite, d'accord? Je vais voir si je peux vous mettre une petite vidéo du test HPA, mais tout à l'heure sur les tests de tir, les petites vidéos que je vais vous mettre sur le terrain, ce sont des tests à la cartouche CO2 33 grammes, d'accord? Alors, sur la question maintenant des tests de tir, je vais vous montrer la mise en fonctionnement, d'accord? Comment on percute la cartouche de CO2 et les petits tips pour éviter de faire des bêtises. Donc, il faudra bien lire la notice d'utilisation, d'accord? J'ai l'habitude de dire, ouais, les notices, machin, il y a une notice, elle ne sert à rien. Alors, les éclatés sont plutôt pour les mécanos. Là, il est bien écrit un certain nombre de choses pour faire attention, ne pas se faire mal ou ne pas endommager la réplique. Par exemple, première chose, je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, quand on remet en énergie une réplique, on retire le chargeur. On fait attention d'être en sécurité, donc sur le 0, ok, et on doit vérifier ici que la chambre de pression est à 0. On appuie et on va avoir une valve qui est molle, qui s'enfonce totalement. On n'a plus aucun son, plus rien, il n'y a pas d'air comprimé, il n'y a pas de CO2, et on va pouvoir retirer le bouchon à l'arrière. Pour le dégager, on replie la tige de crosse, et on va utiliser une clé Allen pour retirer ce bouchon. D'accord ? Alors, on l'a serré gentiment pour éviter d'écraser les joints, mais suffisamment pour que le CO2 ne s'enfuit pas. Donc, on va avoir un gros bouchon qui est vraiment qualitatif. Alors, il me semble que c'est un bouchon en acier. Hein. Ouais, c'est un bouchon en acier. Un gros bouchon en acier avec un joint. Regardez. Voilà, un bouchon en acier avec un joint. Et on va avoir à l'intérieur, regardez, ici, la cartouche que j'ai utilisée sur les tests de tir en extérieur, qui va sortir, et regardez, qui sort directement par la zone à percuter. Ok ? Bien. Et vous voyez, elle n'est pas très loin. Et donc, si vous utilisez une cartouche, une petite cartouche classique, eh bien, elle va tomber au fond, elle ne viendra jamais se percuter. Je parlais de la percussion, je ne sais pas si vous verrez, mais au fond du bouchon, là, ici, vous avez une pointe, et c'est cette pointe qui va percuter. Voilà. La pointe va se mettre comme ça, ici. Ok. Donc, il faut atteindre cette profondeur-là pour que ça vienne perforer la cartouche de 33 grammes. D'accord ? Bien. Alors, on va insérer une cartouche neuve. La cartouche neuve avec, je répète, ici, la valve vers l'extérieur. On la laisse tomber au fond de la réplique. Et on va pouvoir remettre le bouchon. Il est là. Voilà. On va remettre le bouchon. Tranquillement. Moi, je le remets à la main. Et ensuite, je vais resserrer gentiment avec la réplique. Et la dernière fois, il y avait eu un petit clac qui signalait en fait la mise en place. Alors, je vais le mettre à côté du micro pour voir si on entend bien. Alors, je vais visser. Vous entendez ? On a entendu la mise sous pression, la garde. Ah, voilà, le petit clac, d'accord ? Quand on arrive à la pression optimale, j'ai entendu, hein, ça veut dire qu'en fait la cartouche s'expanse, se vide dans le tube de crosse. Et là, effectivement, quand on étire le tube de crosse et qu'on a une légère pression ici, c'est devenu tout dur au niveau de la valve. Et on sait que l'ensemble est sous pression. À partir de là, la réplique, si elle était chambrée, deviendrait dangereuse. D'accord ? Comme un AEG, à un moment donné, ça y est, la réplique est sous énergie, il faut faire attention. Voilà, juste ça, là la réplique est opérationnelle.
Je vais lancer maintenant la petite vidéo des tests de tir de mes camarades sur le terrain et on va voir Wasta, Yvan, Vadim, puis moi tester, donner leurs impressions en live sur le terrain, en extérieur. Pendant que vous regardez cette petite vidéo, moi je vais faire les tests chronie avec cette cartouche 33 grammes à la 0,20 au pup à 0 et je vous dirai ce qu'il en est tout de suite. Je vous laisse regarder ça. C'est bon. Alors, les avis? Beau recul, très beau recul. Ça éclate un peu l'oreille. Très très beau recul. Ah ouais, ça tape fort. Hein. Ok, super. Petit full. Il est ambidex normalement. Ouais. Oh la vache. Alors, les impressions? Eh ben, c'est impressionnant, ça kick vraiment très très fort. Et ouais, c'est impressionnant. Ça donne envie, mais pourquoi ils n'ont pas fait Daka? Pourquoi... Et le kick et le bruit est vraiment impressionnant. Ouais. Allez, on va passer à Vadim. C'est là. En avant les acouphènes. Ça mérite un petit bouchon, hein, Ouais, je pense. Ouais. parce que le bruit est sec. Le bruit est très sec, surtout Ouais. que la pommette ici, tu sens bien. Ouah, bon, on l'a même en AK. Un kick de mulet. C'est un kick de mulet. Et ça sonne hyper métal. Ouais, ça cogne dans les Non, c'est oreilles. Hein. magnifique. Ouais. Je vais faire le test en studio Ah et je non, pense mais que je vais franchement, m'esquinter. Hein. Magnifique. Bon, c'est parti. La trajectoire est pas faux folle. Ouais, ce qui est impressionnant en fait, c'est la percussion métallique. Le tac 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 métallique, ça fait pas comme un coup de feu d'une arme. Il y a un recul qui est largement supérieur du 22 long rifle. Hein. Mais il est par contre, Il est bien fini. le ouais, kick. ouais. C'est un bon petit claque, super propre, super propre. Bon, qui veut retester? Faut finir la startlette. Hein. On se refait Ça ouais, va deux, être- trois petits trucs Ça chacun, va être correct, histoire hein, parce que là, on a fait un peu de... histoire que chacun puisse en faire un peu. Allez, Yvan. L'autonomie a l'air d'être bonne quand même. Hein, parce que... le bruit est vraiment impressionnant. Un coup Vadim. Et Panadine. Et pas Nadine. C'est les bon, J'ai noté quand même que Yvan était gaucher. Hein. Ouais. C'est bien ce garde-main qui est long comme ça. Là. Ah si, ça... On est, voilà, donc arrêt de tir en fin de chargeur. Ouais. Avec, ouais, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? Ouais, voilà. On voit, donc ça apparemment c'est le nozzle. Ouais, c'est ça, c'est liquide nozzle avec Tout à fait. un ensemble mobile, là, ici, un demi-ensemble mobile, ça veut dire que ça va pas dans le tube récupérateur de gaz. Alors là, il doit nous rester un tiers de la sparklette. J'ai remis un chargeur plein et puis il va faire un full sans s'arrêter. Voilà. Regarde s'il reste des billes. Je pense que oui. Non, mais je veux dire, on retire le chargeur. Oui. Il reste des billes. Ok, très bien. Donc là, on a fait, avec la chargette, je pense que j'avais fait un demi-chargeur précédemment, avant de venir sur le terrain. Et là, sur le terrain, on a fait un chargeur et demi, quoi. Ah, il y a encore Ouais. quelques semis. Oui, oui. Et ben, on est reparti en full. Et des billes partent. Et les billes partent. Alors, je viens de passer la réplique au chronie, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est au pup à 0, les billes, en fait, sont poussées tellement fort par le chargeur qu'elles passent le joint et qu'elles tombent. D'accord? Donc, à 0, c'est quasiment impossible de tester. Il faudrait presque mettre la réplique à la verticale avec le chronie au-dessus, ce qui fausserait en partie les mesures, puisqu'il y aura un problème de pesanteur. Donc là, c'était vraiment galère. On était aux alentours de
300 fps, on va dire avec des variations quasiment à 10 fps, mais plutôt constant. On n'était pas en chute libre. J'ai tiré 3 fois, 4 fois, 5 fois. C'était à peu près cohérent, mais je pensais que ce serait beaucoup plus haut que ça. Vous voyez, là, on est à 0 joule 94 sur le HPA, hein, manifestement sur les tests de chez EEL, et avec eh bien, le CO2, on va être à 0 joule 9 à peu près, d'accord? Donc on est sur une réplique qui pourrait être jouée partout en full, même éventuellement à bout portant, donc une réplique qui pourrait être utilisée en CQB. Et pourtant, vous venez de le voir sur les tests de tir avec mes camarades à l'extérieur, c'est violent, ça kick fort, ça fait un gros son, et pourtant, il n'y a pas tant d'énergie que ça lorsque la bille sort de la boîte. Donc je trouve que la conception est plutôt intéressante. Moi j'avais très peur qu'on soit sur une réplique d'entraînement, injouable, en CO2, et qu'il faille absolument utiliser une ligne avec une bouteille, et avec tout le respect que je dois aux joueurs de HPA, moi je ne suis pas plongeur, moi je n'utilise pas de bouteille, pas de ligne, pas de détendeur, d'accord? J'aime pas ça, le visuel me pose problème. Bien, alors, avant de faire le petit test dans le studio, comment on règle le hop-up? Eh bien, on va reculer la culasse, et ici, alors vous ne verrez pas, hein, ici, on va avoir la petite molette de réglage du hop-up, on va descendre la molette dans ce sens, et de toute façon, vous avez une petite flèche, ça c'est bien vu, parce que régulièrement, je reparle toujours de GHK, mais on ne sait pas dans quel sens aller, et c'est très pénible. Là, eh bien, vous ouvrez, vous regardez, et vous savez dans quel sens contraindre le joint hop-up. Alors, on va tester. On met les petites lunettes. Comment on va abonder le chargeur en bille? C'est très simple. Regardez, c'est un chargeur de type AEG. On n'a pas de problème d'adaptateur ou de souci de résistance au chargement. Et on va pouvoir très facilement, ici, abonder le chargeur et le monter avec un maximum de billes. D'accord? Puisqu'en fait, si vous avez la possibilité de tirer 120 coups, eh bien, c'est déjà l'équivalent de 4 chargeurs GHK qui sont des chargeurs 30 coups. D'accord? Donc, on va se poser la question de l'autonomie, effectivement, de ce type de réplique. On va voir ce que ça donne en semi d'abord. Alors, il y a peut-être une bille qui va tomber, hein, puisqu'il y a les problèmes dont je vous ai parlé. OK. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez le type de bruit que ça fait. Si les billes tombent, je vous dis, c'est les problématiques de joint hop-up là, sans contrainte qui font que les billes sont poussées au travers du joint à chaque fois. Vous entendez la violence du kick. Là, ça y est, ça commence à me sonner dans les oreilles. J'ai failli mettre mon petit casque, etc., etc. Mais là, franchement, ça mériterait. On va faire un petit full. Là, voilà, non, c'est un kiff absolu. Franchement, je n'ai jamais eu une sensation pareille lorsque j'utilise un GBBR. Vous voyez, au niveau des sensations et de la réactivité, c'est super, super agréable. Alors, je vais voir à saturer et à tirer quasiment tout ce que je peux pour voir ce que ça donne. Et puis, ça va donner un petit peu une idée de l'autonomie d'une Sparklet. Là, j'ai déjà passé quasiment un chargeur. Parce qu'effectivement, moi, mon problème sur GHK, eh bien, ce sont des chargeurs extrêmement lourds. Des chargeurs très très lourds et qui, avec chaque chargeur, amènent autant de points de faillibilité, en fait, d'accord? On a 2 valves par chargeur. Si on a 8 chargeurs, ça fait 16 raisons d'avoir des fuites. Là, les chargeurs, c'est 0 problème. Évidemment. Oula. OK. Donc vous voyez, là on a effectivement ce qu'on a constaté, ce que Vadim constate sur la vidéo. À partir d'un moment, vous voyez, ça ne fonctionne plus. Je réarme. Là on a un arrêt-tir en fin de chargeur. Effectivement, j'ai plus de billes. OK. Je vais remettre des billes, mais en fait, à partir d'un moment, quand il n'y a plus assez de pression au niveau de la Sparklet, eh bien, on va avoir un système qui s'arrête et qui me déclenche une mise en sécurité
peut-être parce que on serait sur un problème d'efficacité et qu'il n'y aurait plus assez de pression. Et pourtant, là, il reste du gaz dans le système général. Je vais repasser là sur du semi. Hein. Vous voyez, ça ne marchait plus, ça fonctionne. Là, ça ne marche plus, mais je n'ai pas d'arrêt de tir en fin de chargeur. Ça ne marche plus. Donc, a priori, alors est-ce que ça remarche si je relance l'ensemble? Ah, vous voyez là, incident de tir. Ça fonctionne un petit peu. Là, de nouveau, ça ne fonctionne plus, mais je n'ai pas d'arrêt de tir en fin de chargeur, donc c'est que j'ai encore des billes. Ça ne marche pas. Bon, voilà. Donc, en fait, c'est ce qu'on avait constaté au niveau du fonctionnement là, lors des petites vidéos. Là, j'ai encore des billes, d'accord? Mais à partir du moment où la pression n'est plus optimale, on va avoir un arrêt du fonctionnement. Donc, si on est vraiment strict, je pense que cette réplique est en capacité de tirer un chargeur et demi, voire, s'il fait froid, uniquement un chargeur, c'est-à-dire 120 billes. Donc, ce que je peux garantir, c'est qu'avec une Sparklet 33, vous pouvez tirer 120 coups. Et ensuite, il faudra supprimer la pression ici, à ce niveau-là. Il y en a encore pas mal. Hein. Ici, pour sécuriser complètement et vider le tube de crosse, d'accord? Et on en perd quand même, hein, pour pouvoir ensuite retirer la Sparklet et changer. Donc, on va considérer que cette réplique, elle est capable avec une Sparklet de 33 grammes, qui est, je vous mettrai le prix, je ne sais plus, c'est 4,50 €, je crois, l'unité quand même. Hein. Avec une Sparklet de 33 grammes, vous êtes certain de tirer 120 coups. Donc, une Sparklet, ça va être l'équivalent de 4 chargeurs de 30 coups classiques. Ok ? Alors maintenant, je vais me faire un peu peur. Pourquoi un peu peur? Parce que je vais vous proposer un petit peu de démontage pour montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Et alors le problème, c'est que quand j'ai démonté la dernière fois, eh bien, j'ai été en très très grande difficulté pour la remonter. Voilà. Et donc, on peut regarder hein, sur tous les forums, c'est compliqué. C'est très très compliqué, le remontage, pas le démontage, mais le remontage. Alors, il est bien notifié que l'on doit mettre le sélecteur de tir à la verticale, voilà, par rapport à des interactions mécaniques internes. Vous allez devoir pousser 2 goupilles, ici, voilà, ici, une première, et ici, la seconde goupille. Ok. Les 2 goupilles vont se tirer totalement, à la main, il n'y a pas besoin de faire des exploits. Et immédiatement, quand les 2 goupilles sont tirées, on a l'ensemble des ressorts qui vont faire que la partie supérieure de la réplique est repoussée vers l'avant et vous allez avoir une sortie de l'ensemble du système. Alors je fais tout doucement pour ne pas tout mettre par terre et je vais mettre mes lunettes pour y voir clair parce que vous savez à quel point je suis bien avec la mécanique, moi. Voilà. Et là, on va extraire l'ensemble mobile. Voilà. Donc là, on a un ensemble mobile en acier. C'est une pièce qui est superbe. Voilà. Alors pour ceux qui sont mécaniques, bricolos et compagnie, je vous montre la pièce. L'arrière de la pièce. Voilà. Et on va avoir ce gros ressort ici, là, que vous avez en rechange à l'intérieur. Et le nozzle ici, avec ces petits joints, d'accord? Et là, on va avoir un ensemble mobile entièrement vide, d'accord? Voilà. Ça, c'est la première chose. Et nous allons avoir ici l'arrière de la réplique. Et donc, on va avoir le CO2 qui arrive par l'arrière ici et qui vient abonder cette pièce ici. Et on va avoir ici, sur des petits rails, une pièce qui va venir se bloquer sur l'arrière et qui est accrochée au ressort de rappel. Voilà. Et là, ici, voilà. Cette pièce, là, on est sur la position de remontage. OK ? À l'intérieur du receveur supérieur, on va avoir ici l'arrivée du canon et on voit la position du joint ici. Voilà. Pour le remontage,
moi, ce que j'ai vu sur les différentes vidéos, c'est que ce qui est déterminant, c'est du quel côté vous positionnez l'ensemble mobile sous contrainte des ressorts. D'accord ? De ce que j'ai vu, c'est qu'il faut réussir à positionner l'ensemble mobile, l'ensemble des ressorts et tout l'interne du côté poignet. D'accord ? Et de contraindre avec le levier de culasse l'ensemble du côté de la poignée. Et de venir ensuite réajuster la partie supérieure de la réplique et la repositionner gentiment dans ses rails. Faites attention, si vous n'avez pas supprimé la pression dans la chambre et qu'un coup part, alors qu'on a des objets en acier et en alu qui ne sont pas ajustés, vous risquez de tout exploser. Donc faites très très attention à retirer bien, ça je vous le dis, ce serait une vraie catastrophe. Appuyez bien sur la valve pour éviter ce type d'accident. Alors, je ne vais pas m'énerver devant la caméra à essayer de repositionner l'ensemble des choses. Le truc que je vous dis, c'est remettez l'ensemble des pièces côté poignet, vous allez les contraindre, et tout en les tenant, contraintes, vous venez réenfiler la partie haute de l'objet. D'accord ? Voilà, j'ai pris le temps de remettre l'ensemble dans la situation de contrainte dont je vous parle. Voilà, c'est ça que ça donne. D'accord ? Alors, on est calé ici sur l'arrière et on est contraint, vous voyez, avec le nozzle qui sort, mais pas plus que nécessaire. Et on va avoir cette tige guide là qui va bloquer souvent à l'intérieur et qu'il va falloir bien caler pour que ça puisse rentrer. D'accord ? Ensuite, vous allez vous mettre à la verticale et vous allez, en faisant en sorte que le nozzle ne s'enfuit pas, repositionner la partie haute du receveur pour que ça se réenclenche. Je ne vais pas le faire là, comme ça, à la caméra, ça va être ingérable. D'accord ? Donc, voilà la position qui est recommandée. Ça vous évitera de vous casser la tête de manière insupportable. Bien. Alors, pour les plus et les moins maintenant. Les moins, c'est pas une AK. Non, je blague. Bien sûr que c'est pas une AK. Elle n'est pas donnée dans l'absolu. C'est quand même 750 € avec un seul chargeur. Le remontage est très fastidieux. Et il faut vraiment avoir la technique et je pense qu'il faut faire très très attention à ne pas endommager l'interne à cette occasion. Actuellement, on n'a aucun retour puisque c'est une première expérience GBBR pour EL. L'interne est très éloigné d'une arme du fait des technologies embarquées. Avec pas du tout, effectivement, on n'est pas du tout dans la même logique que la dernière AK GBBR de chez VFC par exemple, dont une grande partie des pièces de l'arme sont compatibles dans la réplique, ce qui est absolument génial. L'appui est à revoir, sauf si j'ai un problème, comme souvent chez EL, de nettoyage du canon et du joint que je n'ai pas eu le temps de réaliser. Les plus maintenant, qui sont nombreux. Un bon rapport qualité-prix pour une réplique GBBR qui fonctionne au CO2 et en HPA. On a un corps de réplique qui est superbe, EL a encore réussi son coup, un kick et un son terrible, une portée correcte en sortie de boîte, une résistance au froid éprouvée. Ce week-end, j'ai eu des problèmes avec ma GHK, il n'y avait que les Maruis qui passaient et eh bien elle passait sans problème et on était aux alentours de 2 degrés. Un démontage par goupille, lui, le démontage qui est très facile, je vous l'ai montré. Une bonne autonomie de la sparklet, c'est-à-dire qu'on a un chargeur complet que l'on peut tirer, c'est-à-dire quand même 120 coups et quelques tirs. Et franchement, c'est pas mal du tout, surtout si c'est par n'importe quelle température. On a un respect des matériaux de construction sur les parties alu et acier, comme sur l'arme, donc ça, chapeau bas. On a un ensemble mobile en acier, goupille, sélecteur de tir, canon, bouton de rétention de chargeur, organe de visée en acier, c'est du tout bon. Et on va avoir des résultats Ochrony qui permettent de jouer partout. Alors, franchement, je vous le dis, 700 € ou pas, si ça avait été une AK, je l'aurais acheté parce que j'en ai ras-le-bol. On me dit toujours, ouais, j'ai acheté, ça passe pas. Des fois, il y a des bons numéros, il y a des mauvais numéros, il y a ci, il y a ça, il faut prendre Maruis. Et il y a toujours un souci. Il y a toujours un souci. On me dit, oui, il faut que tu passes au HPA. Non, je ne veux pas passer au HPA. Si ça avait été une AK, franchement, je me serais fait un budget et je me serais pris une AK avec la technologie CO2.
Franchement, le bilan de cette revue, c'est que c'était vraiment très très intéressant. Moi, j'ai été hyper excité du fonctionnement de cette réplique. Et même si je suis un peu trauma des remontages et compagnie, c'était vraiment un kiff absolu, hein. Surtout les sensations de tir. Bon, bah écoutez, sinon, comme d'habitude, hein, allez jouer un maximum, allez soutenir vos associations et et allez soutenir les associations de proximité qui, sans vos PAF, ne peuvent pas entretenir les terrains et ne peuvent pas organiser de parties. Donc jouer, c'est soutenir la possibilité de continuer à jouer. On n'oublie pas qu'on pratique un loisir, que ça rime donc avec plaisir. Dès qu'on s'est mis en sécurité, on ne se prend plus la tête et on part jouer. Allez, au revoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est complètement corrompu, qu'est-ce qui quoi? Ouais. Non. Si. C'est la guerre civile ici, espagnole au moins ou... Regarde ce que j'ai trouvé, je suis trop contente. C'est que ce truc. Une plaque de marbre. Faut rouler